Musical, pour sa deuxième émission, vous propose le portrait croisé de deux compositrices. Sophie Lacaze, compositrice du XXIe siècle, qui vous parlera de sa passion pour la musique et de ses œuvres, et également de Lily Boulanger. Lily Boulanger, la petite sœur de la grande mademoiselle Nadia Boulanger, la petite sœur géniale, première femme à avoir obtenu le prix de Rome. Et nous écouterons son chef-d'œuvre, Pie Jesu, dirigé justement par Nadia Boulanger. Musical, c'est l'histoire de la musique au féminin, un voyage transgénérationnel qui nous présente les figures féminines qui ont marqué et qui continuent à marquer l'histoire de la musique. Bonjour, je suis donc Sophie Lacaze, compositrice. J'écris de la musique dite classique contemporaine, acoustique, c'est-à-dire soit instrumentale, soit vocale, soit les deux d'ailleurs. Pour les instruments, par exemple, j'écris de l'instrument solo, grand orchestre symphonique, en passant par la musique de chambre ou de la musique pour plus grand ensemble. Pour la voix, c'est un peu pareil, voix solo jusqu'au grand chœur, en passant par des œuvres pour petit ensemble vocal. J'ai aussi écrit 2 opéras de chambre, et puis au total, aujourd'hui en 2021, à peu près 70 œuvres, qui sont donc à mon catalogue. Je fais aussi un petit peu de musique électroacoustique, alors pas beaucoup parce que ce n'est pas ma spécialité. Ceci étant, je trouve ça assez amusant de composer de la musique électro, donc j'ai quelques pièces aussi, et puis quand l'occasion se présente, j'en compose. Alors soit des œuvres purement électro, soit des œuvres mixtes, hein, c'est-à-dire des œuvres pour instruments et électroacoustique. Alors pour ma formation, j'ai suivi évidemment des cours de composition, hein, comme la plupart de mes collègues, mais j'ai un parcours un peu particulier parce que avant de me lancer sérieusement dans la musique, j'ai fait des études scientifiques. Je suis ingénieure en fait, et j'ai même travaillé en tant qu'ingénieure pendant une quinzaine d'années avant de me lancer vraiment dans la musique. Alors j'ai fait mes études en commençant à travailler. Certes, j'avais fait un petit peu piano quand j'étais petite, mais ça n'allait pas bien loin. Puis pour faire des études de composition, il faut d'abord faire pas mal d'études théoriques, analyse, écriture, histoire de la musique, etc. Donc j'ai fait tout ça un petit peu en accéléré, et comme j'étais quand même assez âgée forcément, puisque j'avais déjà un diplôme scientifique, etc., je n'ai pas pu faire les études habituelles qu'on fait en France, notamment un conservatoire supérieur, etc. Donc j'ai une formation un peu particulière avec des masterclass. J'ai suivi à Sienne les cours de Franco Donatoni et Ennio Morricone par exemple. J'ai suivi aussi les cours de Pierre Boulez au Collège de France. Alors c'était pas des cours de composition, mais c'était vraiment passionnant, j'ai appris plein de choses. C'est un grand monsieur. Voilà, et puis j'ai pas mal appris aussi avec les musiciens. Les musiciens qui ont interprété ma musique, et je pense que d'ailleurs c'était la meilleure école parce que j'écris vraiment avec les musiciens qui sont dédicateurs de mes œuvres pour mieux appréhender leur instrument. J'étais pianiste, mais je ne connaissais pas le violon, la flûte, etc. Et c'est vrai que ce sont les musiciens qui m'ont beaucoup apporté, beaucoup aidé dans l'écriture de mes pièces, surtout les premières pour ces instruments. Il y a une autre chose qui, je pense, est importante dans ma musique, ou du moins dans les débuts de ma musique. J'ai eu la chance de pas mal voyager, et notamment de résider en Australie pendant 2 ans. C'était à la fin des années 90, hein, au tournant du siècle en fait. Et j'ai pu déjà m'imprégner de l'atmosphère de ce pays et de la magnificence de ces paysages, mais aussi rencontrer des aborigènes d'Australie et découvrir leur culture et leur art en fait, et leur musique évidemment principalement. Leur musique, la façon dont elle est pas composée, mais qu'elle se transmet de génération en génération. J'ai découvert aussi le didgeridoo, qui est un de leurs instruments traditionnels, avec une sonorité que j'apprécie particulièrement. Et tout cela, donc la culture des aborigènes d'un côté, les immenses paysages du bush écrasé de soleil et de chaleur de l'Australie, ont marqué ma musique. Et c'est peut-être pour ça que, entre ma formation qui était un peu différente des formations habituelles des jeunes compositeurs, et ce choc qui a été pour moi cette vie en Australie pendant 2 ans, tout cela fait que ma musique est, je pense, un petit peu particulière. Je me considère un peu comme un électron libre dans la musique classique contemporaine d'aujourd'hui.
Lily Boulanger était une compositrice française, née en 1893 et morte en 1918. Elle a eu une vie très très courte puisqu'elle est morte à 25 ans. En fait, on pense qu'elle souffrait de la maladie de Crohn. En tout cas, elle a été de santé très fragile toute sa courte vie. Mais ça n'a pas empêché de composer pas mal d'œuvres, une quarantaine, je crois. Elle a commencé très tôt. En fait, elle a commencé déjà à faire de la musique. Sa famille comptait pas mal de musiciens. Son père était compositeur, son grand-père était violoncelliste, et sa grande sœur, Nadia, donc je vais vous parler aussi, parce que c'est difficile de parler de Lily sans Nadia, et de Nadia sans Lily, en fait, elles sont très liées, enfin elles étaient très liées. Donc Nadia, qui était sa grande sœur, qui avait 6 ans de plus, a commencé à lui enseigner la musique quand Lily était vraiment toute petite. Et puis ça lui a plu, elle était extrêmement douée, évidemment, très talentueuse, précoce, et notamment à 6 ans, elle réussissait à jouer des mélodies de Fauré au piano. Fauré d'ailleurs en était assez estomaqué, il la trouvait vraiment douée, quoi. Et elle a donc commencé à composer avant de rentrer au conservatoire à la mort de son père. Sa première pièce a été écrite juste après la mort de son père, qui est mort quand elle était très jeune. Ensuite, donc, elle est rentrée au conservatoire. Elle a passé le Grand Prix de Rome, qui était donc un concours extrêmement prisé à cette époque-là. Et quand elle l'a passé, aucune femme, aucune compositrice n'avait eu le Grand Prix. Sa sœur, Nadia, l'avait présenté 5 ans avant. Elle avait eu un 2e prix. Mais Lily, elle a remporté le 1er prix et c'était une première. C'est la première compositrice à obtenir ce Grand Prix de Rome. Et en plus, elle l'a eu avec une large majorité des voix. Donc, c'était encore plus exceptionnel. Donc, une fois qu'elle a eu ce Grand Prix, elle a pu aller à la Villa Médicis, mais la guerre est arrivée. Donc, après, elle est repartie à Nice. Et puis, bon, elle est retournée à la Villa Médicis quelques temps après. Elle a donc profité de son séjour, en tout cas, pour composer beaucoup. Et puis, la maladie l'a rattrapée, malheureusement. Et elle a écrit sa dernière pièce qu'on va écouter maintenant, qui s'appelle Pillezou, qui je trouve est une œuvre somptueuse, extrêmement poignante. Et donc cette œuvre, elle était trop fatiguée pour l'écrire elle-même, donc elle l'a dictée à sa sœur Nadia, qui était à son chevet, donc quelques jours avant de mourir.
L'œuvre de Lily aurait pu complètement tomber dans l'oubli. Ça avait été le cas de nombreuses œuvres de compositrices du passé. En fait, même si ces compositrices avaient été, pour certaines d'entre elles du moins, très célèbres de leur vivant, une fois qu'elles étaient mortes, leur musique avait complètement disparu. Et on avait même parfois oublié leur nom à elles, d'ailleurs. C'était quand même assez dramatique, je trouve. En tout cas, en ce qui concerne Lily, il y avait Nadia. Et Nadia était tout à fait consciente du talent de sa sœur, et en plus, c'était sa sœur, elle l'aimait beaucoup, évidemment. Et elle a donc décidé de tout faire pour que Lily ne tombe pas dans l'oubli et de tout faire pour que ses œuvres soient jouées et diffusées un peu partout. Alors, Nadia est devenue chef d'orchestre, d'une part. On n'en parle pas beaucoup, mais il faut savoir qu'elle a quand même dirigé beaucoup d'œuvres, pas que de Lily. Hein. Elle est devenue une chef importante. En France, peut-être pas tant que ça, mais en tout cas, elle était beaucoup invitée aux États-Unis, notamment, où elle a dirigé les plus grands orchestres américains. Et puis, elle est devenue une très grande pédagogue, voire une des plus grandes pédagogues du XXe siècle. Et du monde entier, des jeunes compositeurs, des jeunes musiciens, des jeunes chefs venaient à Paris pour suivre les cours de Nadia Boulanger. Je vois passer l'Ange est une pièce pour 3 voix de femmes et saxophone alto que j'ai écrite en 2017 à l'occasion de l'inauguration du grand chœur de la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi qui venait juste d'être rénovée. C'est en fait une cocommande de l'association Sainte-Cécile Saint-Salvi d'Albi et de Michel Supera, qui est un saxophoniste avec lequel j'avais envie de travailler depuis un certain temps, et qui a d'ailleurs créé cette œuvre dans le grand chœur de la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi avec les chanteuses de Mora Vocis, voix soliste au féminin. Donc ça, c'était en juillet 2017, à l'occasion de la semaine cathédrale. Alors, pour cette pièce, je me suis inspirée des nombreuses statuettes d'anges qui font le tour du chœur, en fait, qui sont au-dessus des stalles. Elles font vraiment tout le tour. Je ne sais pas combien il y en a, mais beaucoup, une bonne quarantaine, je pense. Ce sont des anges qui sont des musiciens ou des chanteurs et qui, dans la symbolique religieuse, relayent le chant des hommes vers Dieu, vers l'au-delà. Moi, ça m'a intéressé, cette communication entre la terre et l'au-delà. Moi, j'ai transmis ça, j'ai transposé ça à l'univers, en fait. Et je travaillais à cette époque-là, je travaille toujours d'ailleurs dessus, sur les sons de la NASA. Alors, en fait, ce ne sont pas les sons de la NASA, c'est un peu plus compliqué que cela. La NASA envoie, comme vous le savez, des satellites dans le système solaire, et les satellites récupèrent des ondes électromagnétiques des différentes planètes et corps célestes donc, qui sont dans l'espace. Et ces ondes électromagnétiques sont transformées en ondes sonores. Et moi, je trouve ça vraiment très beau. Enfin, le résultat est vraiment très beau, et c'est vrai que ça inspire ma musique depuis cette époque-là, en fait, depuis 2016-2017. Et donc, je me suis inspirée pour Je vois passer l'ange de ces sons, une nouvelle fois. Alors, la pièce est composée de 5 mouvements. 3 mouvements en quatuor, donc les 3 voix et le saxophone, et 2 mouvements pour solo. Donc, le premier, c'est le saxophone solo, et ensuite la voix solo, une des voix mezzo-soprano. Je me suis aussi, à ce moment-là, j'étais aussi en train de lire La légende des anges de Michel Serres, et je lui ai emprunté le titre, en fait, Je vois passer l'ange. C'est une petite citation de ce livre assez magnifique. Donc, une dernière chose que j'ajouterais sur cette pièce, c'est qu'elle a vraiment été conçue pour le lieu où a été donnée la création, pour le chœur de la cathédrale, donc Sainte-Cécile d'Albi, parce que ce chœur a vraiment une acoustique exceptionnelle, une réverbération très, très pure, hein, qui ne brouille pas le son, qui est assez ample, et enfin bon, vraiment quelque chose de magique. Et c'est vrai que j'ai intégré cette acoustique-là dans la pièce. Je vois passer l'ange, je l'imagine très mal donné dans une salle de concert habituelle avec une acoustique très sèche. Ça peut être donné sans doute dans d'autres églises ou dans d'autres lieux de ce genre, mais voilà, l'acoustique d'un lieu pareil a vraiment été intégrée dans la pièce, ainsi que des possibilités de spatialisation. Il faut, quand on interprète cette pièce, je pense, jouer sur l'espace et l'acoustique du lieu. C'est ce qu'ont fait merveilleusement d'ailleurs le Mora Vocis, l'ensemble Mora Vocis et Michel Supera à la création.
L'espace et la flûte est une pièce que j'ai écrite en 2010 à la demande de Musique Nouvelle en Liberté pour le Grand Prix lycéen des compositeurs. En fait, j'avais obtenu le Grand Prix lycéen en 2009 et il était d'usage que Musique Nouvelle en Liberté fasse des commandes pour l'année d'après aux compositeurs lauréats. Donc j'ai écrit cette pièce pour récitant et orchestre de flûte et elle a été créée en 2010 donc à l'auditorium de Radio France par Alain Carré, le récitant, l'orchestre de flûte français sous la direction de Paul Méphano. Cette pièce, en fait, comporte un sous-titre. Ça s'appelle L'espace et la flûte, variations sur des poèmes de Jean Tardieu. Évidemment, c'est pas pour rien que j'ai mis ce sous-titre. C'est parce que Jean Tardieu avait, en 1958, écrit un recueil de poèmes qu'il avait appelé L'espace et la flûte, variations sur 12 dessins de Picasso. Alors, effectivement, dans le recueil de poèmes, le recueil original, il y a les poèmes et en vis-à-vis des illustrations de Picasso, qui sont d'ailleurs magnifiques. Hein. C'est un très très beau recueil. Et je n'ai jamais su si Jean Tardieu s'était inspiré de dessins de Picasso ou si c'était le contraire. Bon, ceci étant, moi je me suis inspirée des deux pour faire ma pièce. Et j'ai confié bien sûr au récitant les textes de Jean Tardieu. Et à l'orchestre de flûte, un rôle un peu complémentaire. Donc les flûtes de temps en temps commentent, illustrent, précèdent, parfois aussi contestent d'ailleurs les poèmes. Et je fais ainsi une espèce de comment dire de dialogue entre d'un côté le récitant qui lui aussi fait de la musique parce que pour moi les textes, les poèmes, ce sont des sons et ce sont de la musique. C'est vraiment de la musique des mots. Et l'orchestre, les flûtes, hein, qui d'ailleurs ne sont pas toujours toutes ensemble, hein, c'est parfois des petites parties de cet orchestre qui discutent avec le récitant. Moi je conjure, moi je convoque. En moi, je fais surgir qui je veux. Je suis ventre creux, l'espace batteur de batterie froide. Silence autour des objets. Mèche du fouet, cobra joli. Le tracé du verre dans le sable. Toute explosion de planètes en air de flûte. Fini.
J'inscris dans l'homme la force et le repos, le berger, les bêtes cornues, la lance, l'arc et la flèche, la tâche violente et là-haut, la tête étroite et cruelle de l'insecte guerrier. J'inscris la danse, repliée sur son espace, et dans le silence qui s'accroît, le tremblement de la musique. J'inscris, je signifie, je distribue, je donne l'ordre, mais j'obéis au cadre de la vie, à la mesure de l'œil. Le peintre enroule, déroule, plie, détord, aplatit, casse, éparpille, effiloche, fronce, festonne, tortille, tâche, taraude, rabaude, installe, accroche, répartit, étire, boucle, débrouille, désigne, lance et s'en va. Le poète déglutit, mâche, goûte, humecte, mord, racle, rumine, ronchonne, ronge, siffle, serine, lappe, susurre, murmure, savoure, salive, entonne, grogne, grince, décortique, attise, souffle et se tait. Les jambes soulignent, la bouche mérite, la danseuse, elle est le serpent dessine le fouet anime la flûte fleurit l'espace dispose. Le monde s'absente. Le son apparaît.
C'était au temps heureux où je paissais dans les prairies de l'avenir. Sur les champs dépassés, je me retournais parfois avec tendresse et mélancolie. Or la menace était loin devant moi. Et c'était cela qui, peu à peu, rendait ma démarche plus pesante. Théâtre sans ombre, cette flûte qui parle, ma vie au grand complet, pour vous connaître. Il me suffit du jour, le vent sur mes prairies, pâlit les noirs pavots, échappés de l'enfer. Elle existe, la joie. Sans armes, elle demeure. Depuis les premiers temps, elle est là pour nous tous. Elle franchit l'espace. Le grand jour lui suffit, qui tourne autour des choses, comme un air de chanson.